Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir la terrible histoire de Jacqueline et Daniel. Deux sœurs sauvagement assassinées le matin de Noël. Un crime effroyable qui, chaque année, continue de hanter la famille des victimes. Une fois à l'intérieur, on découvre une scène de violence. Tout était en désordre. Il y avait des traces de sang sur le sol. Et dans la dernière pièce du fond, c'était une chambre. Et là, le matelas était retourné à terre. C'est la preuve qu'on est dans de la froide exécution. Nous sommes à Sautin, en Belgique. Implanté en région wallonne, ce village de 420 habitants se trouve à seulement 5 km de la frontière française. C'est un village très bucolique, très joli, beaucoup de cyclotouristes, très agricole, beaucoup de fermiers. Un village où tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie, où il fait bon vivre et très très paisible. Pourtant, le 25 décembre 2014, alors que tout le monde célèbre Noël, la caserne des pompiers de Civry-Rance va recevoir un appel très inquiétant à 15h17. C'est un promeneur qui signale un véhicule en cours d'incendie au niveau de l'orée d'un bois. Immédiatement, les pompiers se rendent dans la forêt de Ranly, en bordure du village. Alors qu'ils étaient en train d'éteindre l'incendie, ils se sont rendus compte de la présence d'ossements au niveau du coffre, sans pouvoir préciser s'il y a un ou plusieurs corps. Alors, que s'est-il passé dans ce bois? Combien y a-t-il de victimes? Et dans quelles circonstances ont-elles perdu la vie? Il est 15h30 lorsqu'un médecin légiste et une unité de police de Civry-Rance sont dépêchés sur place. À leur commandement, la chef d'enquête, Kathleen Stassard. Là, il a été nécessaire donc de sortir tout ce qu'il y avait au niveau du coffre et de passer les cendres et les ossements dans un tamis en vue de nous rendre compte de la présence de combien de corps. Et quand on a découvert 3 ossements de genoux, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit nous avons 2 corps. Mais aucun élément présent dans la voiture ne permet d'identifier les corps. En quête du moindre indice, la police scientifique fouille les alentours. Donc on découvre un briquet et un peu plus loin, donc on avait eu un début de plaque d'immatriculation en partie calcinée. Donc sur place, on demande à notre dispatch via radio le propriétaire du véhicule. Malgré l'état de la plaque d'immatriculation, les policiers belges apprennent que cette voiture appartient à une certaine Jacqueline, une habitante de Sautin, âgée de 54 ans. Les enquêteurs font alors le lien avec l'appel téléphonique d'un certain Alain, reçu plus tôt dans la matinée. Il a été inquiet parce que sa femme ne revenait pas. Elle devait accompagner sa sœur pour récupérer quelques affaires, mais il était convenu qu'elle rentre vers midi et demi. Et il y a ce repas de famille qui est prévu, et c'est pas du tout dans les habitudes ni de Jacqueline ni de Daniel de disparaître dans la nature, surtout les deux ensemble, de disparaître comme ça dans la nature. Les policiers décident alors de se transporter au domicile de Daniel, la sœur de Jacqueline. Les deux femmes habitent dans la même rue, à Sautin. Là, nous constatons par la porte vitrée que la lumière est allumée. Et une fois qu'on a vu sur l'intérieur, on remarque donc une première mare de sang en entrée et un désordre inhabituel. Donc on essaie d'ouvrir la porte, mais celle-ci est verrouillée. Donc nous décidons de forcer cette porte. Et une fois à l'intérieur, on découvre une scène de violence, oui. Tout était en désordre. Il y avait des traces de sang sur le sol. Et dans la dernière pièce du fond, c'était une chambre. Et là, le matelas était retourné à terre. En examinant minutieusement les lieux, les policiers s'arrêtent sur 2 éléments.
Il y a une trace de pas de taille 38, on présuppose que c'est une taille d'un pied de femme, et il retrouve un chevron avec des cheveux. Après avoir placé le chevron sous scellé et pris en photo la trace de pas, les enquêteurs s'intéressent à la maison mitoyenne. Elle appartient à Xavier, le fils de Daniel. Et là, à l'intérieur, il trouve deux choses. C'est un, des traces de sang sur la poignée d'entrée, et deux, des traces de sang sur le vélo de Xavier. Alors, où se trouvent Daniel et Xavier? L'un des corps retrouvés dans la voiture est-il celui de Jacqueline? Et y a-t-il un lien entre ces deux affaires? D'un côté, les policiers belges ont deux corps calcinés dans une voiture. Et de l'autre, une scène d'une extrême violence dans une maison. Pour l'heure, le seul lien qui permet de relier ces affaires sont les deux sœurs disparues. Nous pensions que ça pouvait être Jacqueline et Daniel, mais sans recherche ADN, nous n'avions aucune certitude. Donc, afin d'effectuer les rapprochements ADN, nous avons saisi au domicile de Jacqueline et de Daniel une brosse à cheveux et une brosse à dents. Le bureau d'enquête envoie ces éléments au laboratoire de Charleroi. Les résultats des tests ADN, non seulement ont permis d'identifier définitivement Daniel et Jacqueline, mais ont également permis de prouver que les taches de sang qui ont été retrouvées sur la planche de la maison de Xavier étaient bien des traces de sang qui appartenaient à Daniel et à Jacqueline, tout comme les traces de sang qui ont été retrouvées sur le vélo de Xavier. Les policiers se chargent alors d'annoncer la nouvelle à Xavier, un père de famille de 35 ans. Il est resté assez serein, il est resté assez calme, il n'a pas fondu en larmes, et il décide de se constituer partie civile, c'est-à-dire de mettre tout en œuvre pour qu'on retrouve le meurtrier de sa maman. Âgés respectivement de 54 et 52 ans, Jacqueline et Daniel sont originaires de Sautin et n'ont jamais quitté la région. Jacqueline, c'est une dame qui a toujours travaillé, donc ça c'est quand même un point important. Elle a toujours travaillé en qualité d'aide ménagère. C'est quelqu'un qui n'a jamais arrêté de travailler et pour elle c'était vraiment quelque chose d'important. Elle était mariée, elle avait 3 filles, 4 petits-enfants, une dame que tout le monde s'accordait à trouver adorable, très gentille. Quant à Daniel, elle a toujours travaillé dans le gardiennage et en plus, elle travaillait aussi comme pédicure pour essayer de joindre les deux bouts parce que la situation financière n'était pas si facile. Depuis leur retraite, les deux sœurs, qui habitaient à proximité l'une de l'autre, étaient inséparables. C'était des personnes âgées, mais qui avaient quand même une vie sociale relativement importante. Et elles étaient aussi connues pour être très fusionnelles. Il y avait une espèce de gémalité entre les deux. Et il y avait un capital sympathie, effectivement, qui se dégageait et de Jacqueline et de Daniel, mais également de toute la famille. Sa relation avec Jacqueline est au beau fixe. Mais Daniel a des difficultés avec Xavier. Il est le fils unique. C'est un peu l'enfant roi qui est gâté. Et comme tous les enfants rois, au fil des années, il ne supporte pas qu'on le contredise, qu'on le conteste, qu'on lui dise non, qu'on lui refuse des choses. Et puis, il y a un événement qui a été déclencheur, qui a fait tout exploser. C'est le décès donc, du papa de Xavier, qui est mort d'une rupture d'anévrisme dans les bras de Xavier. Un événement survenue en 2004 et dont Daniel ne s'était jamais vraiment remise. La maman aurait reproché à Xavier, à ce moment-là, la mort de son mari et le fait que Xavier n'aurait pas appelé les secours à ce moment-là. Mais malgré leurs différends, Daniel reste présente pour son fils, Xavier. Il avait un peu à un moment de difficultés financières et qu'il essayait au maximum de pouvoir l'aider. Et donc elle a gardé une partie de la maison et laissé l'autre partie à son fils et sa belle-fille. La cohabitation est très mal vécue, aussi bien par Daniel que par Xavier. Et depuis peu, leur dispute dépasse la barrière des mots.
Elle était très abattue d'avoir ces mauvais contacts avec Xavier, au point d'avoir entamé une procédure d'expulsion. Et en attendant que cette procédure d'expulsion puisse aboutir, elle avait quitté son domicile pour aller vivre chez Jacqueline. Les enquêteurs tentent de reconstituer l'emploi du temps des deux sœurs pour la journée du 25 décembre. Elles ont été aperçues pour la dernière fois à 9h45 par Alain, le mari de Jacqueline. Il était prévu que Daniel, accompagné de Jacqueline, se rende au domicile de Daniel pour que la maison soit en ordre pour les fêtes de fin d'année. Elle devait faire uniquement un aller-retour. Mais Daniel et Jacqueline ont disparu ensuite. Et le véhicule incendié a été retrouvé aux alentours de 15 heures. Que s'est-il passé pendant ce laps de temps de 4 heures? Les policiers décident d'interroger Xavier, le fils de Daniel. Résidant dans la maison mitoyenne, il a peut-être été témoin de quelque chose. Xavier a déclaré que le matin même, il était parti faire une balade à vélo, puis qu'il était rentré tout à fait calmement, et puis après que lui et sa compagne, Julie, étaient partis fêter Noël dans la famille. Alors, Xavier dit-il toute la vérité? Les deux sœurs connaissaient-elles leur meurtrier? Et que vont découvrir les enquêteurs sur cette famille? Pendant près de 15 jours, l'enquête stagne. Pourtant, les policiers belges ont le sentiment que quelque chose cloche et que les indices recueillis ne correspondent pas aux témoignages, notamment en ce qui concerne la déposition de Xavier. Il était parti faire du vélo ce matin-là. Comme il en faisait souvent, je pense qu'il était un adepte de vélo, donc il était en tenue de cycliste. Et cette tenue de cycliste-là, on ne l'a pas retrouvée. Et un élément va confirmer leurs soupçons. Un témoin anonyme contacte le commissariat pour relater un fait survenu le 25 décembre vers 10h30. Il a vu la voiture Jacqueline démarrer en trombe et c'était relativement inhabituel dans la façon de conduire de cette dame-là. Alors, qui pouvait donc conduire cette voiture? Afin de percer ce mystère, les policiers décident d'interroger tous les membres de la famille. Max, le cousin et voisin de Xavier, va leur livrer un témoignage troublant. Il explique aux policiers que le matin, Noël, il a vu débarquer chez lui Julie, la compagne de Xavier, complètement affolée, en pyjama, lui demandant de garder ses enfants pendant un quart d'heure, 20 minutes. En prétextant que Xavier avait un problème avec son vélo lors de sa balade et qu'elle devait aller le rechercher. Max explique que Julie est finalement venue récupérer ses enfants chez lui à 11h au bout de 15 minutes. Alors que Xavier avait prétendu être rentré à 10h ce jour-là. Mais pourquoi Julie aurait-elle eu besoin de lui venir en aide 45 minutes après son retour supposé à la maison? Sans plus attendre, les enquêteurs auditionnent Julie. Elle se trouve toujours dans cet état de choc. Elle s'en tient à ce qui était dit par son compagnon. Et elle me dit qu'elle n'a jamais été à l'intérieur de la maison, sur la scène de crime, ni pendant, ni après. Mais alors que Julie campe sur ses positions, un événement va bouleverser son interrogatoire. Les policiers reçoivent un SMS de Xavier. Il explique que Daniel a tué Jacqueline au couteau, soi-disant pour lui faire porter le chapeau. Que lui, après, arrive dans la maison, il tombe sur Daniel, il y a dispute, et là, c'est à ce moment-là qu'il tue Daniel. Confrontée à ce message, Julie s'effondre et change subitement de version. Elle avoue qu'elle était au courant que Xavier lui avait dit ce qui s'était passé dans cette maison.
Et donc elle explique qu'il fait brutalement irruption dans le salon, elle est en présence des 2 enfants, il a cette formule effrayante, j'ai réglé le sort de la vieille. Et elle comprend en voyant ce regard noir qu'il a peut-être été capable de la pire des extrémités. Et là, n'osant pas refuser, elle va l'accompagner. Julie explique qu'elle s'est rendue avec Xavier dans la maison de sa belle-mère. Elle se retrouve brutalement jetée sur cette scène de crime. Elle constate une pièce qui est maculée de sang et elle découvre avec effroi un premier cadavre et puis un second dans la chambre. Julie reconnaît avoir menti et que la trace de pied retrouvée sur la scène de crime est bien la sienne. Elle raconte que dans la précipitation, elle a fait disparaître ses chaussures dans la chambre l'après-midi de Noël. Par contre, ce qu'elle nie toujours, c'est d'avoir aidé Xavier à transporter les corps pour qu'aller au bois de Ranlis pour mettre feu à la voiture et faire disparaître les corps. Alors, Julie dit-elle toute la vérité? À quel point est-elle impliquée dans ce double homicide? Et Xavier va-t-il confirmer ses aveux? Suite à l'énigmatique message de Xavier, les policiers de Civry-Rance veulent lui mettre la main dessus au plus vite. Là, Xavier, il sent qu'il va y passer, que tout va lui retomber dessus. Et donc là, il décide de prendre la fuite à vélo. On est sur une commune frontalière, donc il prend la direction de la France, il passe la frontière. Les autorités belges et françaises sont déployées pour intercepter Xavier avant qu'il ne disparaisse dans la nature. Une stratégie payante, car le fuyard est rapidement intercepté. Il a fait l'objet d'une procédure d'extradition et on l'a ramené en Belgique. Le 9 mars 2015, Xavier est de nouveau auditionné. Face aux enquêteurs et à l'aversion de Julie, le père de famille reconnaît le meurtre de sa mère, mais également celui de sa tante. Il a dit que le 25 décembre, il est entré dans la maison, qu'il voulait avoir une explication avec sa maman parce que c'était le jour de Noël et qu'il voulait une réconciliation ou en tout cas une espèce aller vers un apaisement. Et là, ça discute, ça se dispute même. Le ton monte. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Daniel a entamé les démarches pour expulser Xavier de son domicile. Puis à un moment donné, Daniel, se sentant probablement menacé, sort un couteau. Xavier se retourne, il tombe sur un chevron, il repivote à nouveau, il donne un coup. Sauf que là, à ce moment-là, sur le chemin, ce n'est plus Daniel, mais Jacqueline qui reçoit le premier coup mortel. Un premier coup mortel qui n'arrête pas Xavier. Ensuite, Daniel, elle court se réfugier dans sa chambre. Xavier la rejoint. Et là, c'est l'escalade. Xavier se saisit du couteau que Daniel avait entre ses mains. Et là, il poignarde Daniel. Il dit « Je ne savais pas ce que je faisais, je ne contrôlais plus ce que je faisais ». C'est la preuve qu'on est dans de la froide exécution. L'homme de 35 ans raconte qu'il a ensuite rejoint sa compagne, Julie, chez eux. Il lui dira, elles étaient 2, j'ai pas eu le choix. Donc sa logique, c'est qu'on va jusqu'au bout et on élimine un à un tous les éléments perturbateurs. Donc il lui demande de lui donner un coup de main pour transporter les corps dans la voiture. Là, Julie refuse et donc il doit se charger lui-même de transporter les 2 corps dans le véhicule. Alors là, son intention, elle est claire, c'est se rendre dans un bois, en l'occurrence le bois de Ranlis, et de mettre le feu à la voiture pour faire complètement disparaître les corps. Julie le suit quelques minutes plus tard avec leur propre véhicule pour récupérer Xavier. Et après, le couple et les enfants, ils vont eux-mêmes assister à une fête de Noël. Si Xavier a livré des aveux spontanés, pour les enquêteurs, des zones d'ombre subsistent. Pourquoi a-t-il eu l'intention de tuer? Pourquoi a-t-il
agressé les deux victimes, qu'est-ce qui a fait que sa motivation du jour, quel était le vrai rôle de Julie, est-ce que oui ou non elle savait que les faits allaient se dérouler et qu'elle avait déjà anticipé ce qui allait être son rôle ultérieur, ou bien avait-elle directement participé, ou bien avait-elle éventuellement simplement monté la tête de Xavier pour pouvoir agir semblablement. Au mois de juin 2017, le juge d'instruction ordonne le renvoi de Xavier devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour double homicide et Julie pour recel de cadavres. Alors, quelle sera l'attitude du couple lors du procès? Comment va se dérouler la confrontation avec les proches des victimes? Et Xavier va-t-il enfin expliquer la raison de son geste? Le 4 décembre 2017, 3 ans après les faits, s'ouvre le procès de Xavier pour les meurtres de sa mère, Danielle, et de sa tante, Jacqueline. L'accusé risque 30 ans de réclusion criminelle. Il y avait la grand-mère qui était là parce que son petit-fils avait tué ses deux filles. C'était dur. Je pense que c'était très dur à vivre pour elle et pour les autres membres de la famille aussi. Ils sont assis à 2 mètres de Xavier à ce moment-là. Il y a une proximité qui est difficile à vivre. Dans cette salle d'audience du tribunal de Charleroi, tous les regards sont tournés vers Xavier. Il parlait très bas, il mangeait ses mots, il parlait vite et il s'exprimait avec assez peu d'empathie. Il était assez froid. Appelé à la barre, l'homme de 38 ans est une nouvelle fois interrogé sur ses motivations criminelles. Xavier a l'air de reprocher à sa maman de n'avoir pas été élevé en étant choyé. Or, il était fils unique. Je pense que sa maman s'est toujours bien occupée de lui. Ses relations avec sa mère étaient devenues, avec le temps, avec les escalades, complètement invivables. Il accusait même sa mère de couper volontairement l'eau et l'électricité qui devaient alimenter le domicile de Xavier. Or, les reproches qui étaient formulés étaient des reproches vraiment, d'abord sans fondement, en plus qui semblaient être intéressés par des raisons financières. Xavier campe sur sa version des faits et assure qu'il n'a pas prémédité ce double homicide. Il contestait l'intention de donner la mort, ce qui est incroyable quand on voit le nombre de coups, de fractures et autres qui ont été portés aux victimes, mais surtout qu'à partir du moment où vous les emmenez, que vous les incendiez, difficile de dire que vous n'avez pas eu l'intention de vouloir donner la mort. Et surtout, ça montre une véritable réflexion. Ça ne montre pas l'état d'esprit de quelqu'un qui a perdu le fil des choses, ça ne montre pas quelqu'un qui est en dehors de lui-même. Non, ça montre au contraire quelqu'un qui a agi et qui, après avoir agi, continue rationnellement à se dire « Tiens, comment vais-je faire pour éventuellement faire disparaître les corps et faire croire qu'il pourrait s'être passé quelque chose de différent ?» Alors qu'ils ne sont assis qu'à quelques mètres de Xavier, les proches de Jacqueline et Danielle supportent mal cette proximité. Et son attitude ne va pas arranger les choses. Alors là où la famille a été complètement effarée, c'est lorsqu'en plein procès, Xavier dit qu'il espère qu'un jour, la famille acceptera de nouveau de lui parler, de reprendre contact avec lui. Et ça, c'est quelque chose que Doriane, donc la fille de Jacqueline, trouvait ça complètement surréaliste, parce que pour elle, il est bien évidemment hors de question qu'un jour le moindre contact puisse être renoué. Désormais séparée de son compagnon, Julie reste fidèle à sa dernière version, livrée en garde à vue. Elle a juste expliqué qu'elle n'avait pas le choix, qu'elle était pas vraiment sous la contrainte, mais que ça avait été tellement vite qu'elle avait paniqué et qu'elle s'était sentie obligée de l'aider. Les experts, n'ayant pas pu prouver que Danielle et Jacqueline étaient encore vivantes quand Xavier a brûlé la voiture, Julie n'est pas reconnue complice de meurtre.
Elle a été reconnue coupable de recel de cadavres et elle a été condamnée à 18 mois de prison avec sursis. Et en ce qui concerne Xavier, il a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Si Xavier et Julie acceptent leur condamnation en silence, les proches des victimes vivent ce verdict comme une injustice. Et voilà, il est condamné à 25 ans. S'il fait le tiers de sa peine, ben finalement, ça va représenter 8 ans et demi. Et ça veut dire que dans quelques temps, cette personne va retrouver sa liberté, alors que nous, nos proches, ceux qu'on aimait, ils ont été massacrés dans des conditions épouvantables et on ne va plus jamais les retrouver. Lui, il a des visites à la prison et nous, on ne voit plus jamais personne de notre famille. Et en plus, ils ont toujours été convaincus d'une implication importante de la part de Julie, qu'elle a contestée en disant qu'elle était totalement innocente. Aujourd'hui, 6 ans après les faits, les familles de Daniel et Jacqueline sont toujours plongées dans l'incompréhension. Mais malgré la douleur, elles se battent pour avancer. Alors là, la question se posait pour cette famille, est-ce qu'on va encore fêter Noël ou pas? Ils ont décidé de continuer à fêter Noël, sachant qu'il y aura toujours un petit côté lugubre, glauque à la fête. Mais ils le font pour deux raisons. Un, à chaque fois pour rendre hommage à Jacqueline. Et deux, ils ne veulent pas priver les petits-enfants de la fête de Noël et de la magie de Noël. Mais il est bien évident que Noël ne sera plus jamais complètement festif pour cette famille-là.